Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 14e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Aujourd'hui, dans le podcast qui est déjà qualifié pour l'écart, beaucoup de débriefs et de briefs car la journée était on ne peut plus chargée chez Lucarne Opposée. Nous reviendrons donc sur les performances de la Corée du Sud, du Mexique, du Costa Rica et du Brésil avec un petit peu d'inside à Belo Horizonte pour la route. Puis nous ferons le point sur, tenez-vous bien, le Japon, le Sénégal, la Colombie et le Panama avant cette ultime journée de phase de groupe. Grosse équipe de chroniqueurs aujourd'hui donc que je vous cite en pagaille. Baptiste Morigal, Diego Tonatu, Grégory Chaboch, Marcelin Chamoin, Pierre-Marie Gosselin, Pierre Gerbeau et El Jefe Nicolas Cougo. Un exploit pour du beurre, mais un exploit pour l'honneur. La Corée du Sud élimine le tenant du titre allemand. Revenons avec Baptiste sur le barreau d'honneur des guerriers de Taeguk. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Salut Simon, ça va très bien, pour une fois. Pour une fois, ça va très bien, puisque la Corée du Sud a battu l'Allemagne, le tenant du titre, et a fait plus que ça, a éliminé tout simplement l'Allemagne, le tenant du titre. Tu n'étais pas spécialement confiant avant la rencontre, tu n'étais pas, on l'a vu sur Twitter et en off, tu n'étais pas satisfait de la composition de Shin Tae-yong, mais au final, ils ont résisté. Eh oui. Au début, franchement, quand j'ai vu cette compo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est-ce qu'il va? Et puis, au final, ils ont réussi leur plan, quoi. C'était exactement ce qui était attendu, le ballon aux Allemands et les Coréens qui sortent très vite en contre. Même si ça n'a pas marqué, enfin, à part le dernier but de Son Heung-min, mais bon, après, il n'y avait plus Neuer dans les buts. Même si ça n'a pas payé dans le jeu en marquant comme ça, on a vu qu'ils se sont quand même créé quelques occasions dangereuses, qu'ils auraient pu mettre un but. Ils ont aussi pu remercier énormément Choi Yoon-woo qui a fait des arrêts juste incroyables. Voilà, c'est juste beau. Même si au début, oui, j'avoue, quand j'ai vu que Jean Young-soo était replacé au milieu, que Moon Sun-min était titulaire, que Koo Jae-chol était en attaque avec Son Heung-min, je me suis dit, mais putain, c'est quoi cette équipe? Et puis, au final, ça marche. Visiblement, c'était ça le plan, hein. Ils avaient un plan depuis le début, c'était ça. Et il a fallu que le Mexique de Diego là, se fasse battre par la Suède pour que le plan tombe à l'eau. Voilà. Donc, je vais m'amuser à lui dire que c'est entièrement la faute du Mexique. Voilà. Ce qui n'est pas Pour la totalement blague. faux. Ce qui est pas totalement Non, mais s'ils avaient joué correctement depuis le début, si Shin Tae-yong n'avait pas fait des compos bizarres dès le début, je pense que il y avait vraiment la place parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a de la qualité dans cette équipe de Corée, il manque juste un coach. Et puis il y a eu beaucoup de blessés, on ne le rappellera jamais assez, il y a eu beaucoup de cadres blessés. Et puis on a surtout été bien aidé, on va pas se mentir, par les changements de l'Allemagne, parce que quand même l'Allemagne jouait sa qualif, il fallait qu'ils gagnent, ils ont quand même sorti 3 joueurs, surtout Khedira et Hector, qui sont de vocation défensive pour mettre des joueurs offensifs. Ils ont quand même joué le tout pour le tout, ça nous a bien servi. Mais voilà, dans le même temps, la Suède avait elle aussi besoin de se qualifier, elle a fait aussi le travail. Et voilà, il n'y en a pas de regret, franchement. On ne peut pas avoir de regret sur ça. Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas. Les Coréens en auront peut-être, mais leur regret, il ne faut pas qu'il l'ait aujourd'hui. Il faut qu'il l'ait sur les matchs d'avant. Il faut qu'il l'ait avec Shin Tae-yong. Et j'espère que ce match-là ne va pas faire en sorte que Shin Tae-yong reste à la tête de l'équipe. C'est ce que j'allais te lancer là-dessus. J'allais te lancer là-dessus. Pour terminer, quel est le bilan final de cette Corée du Sud en Coupe du Monde et quel est le futur à court terme? Normalement, Shin Tae-yong devait faire la Coupe du Monde et si ça marchait pas, donc comme ça n'a pas marché, il devait partir. Mais là, je ne sais pas ce que va faire la KFA parce que Shin Tae-yong vient quand même de battre l'Allemagne, qui est championne du monde en titre. Donc, est-ce que la KFA va pas se dire, vous voyez, Shin Tae-yong est capable de faire des choses, cette équipe est capable de faire des choses, donc on va le garder. Voilà, je sais absolument pas ce qu'ils vont faire. Tous les supporters sud-coréens, quels qu'ils soient, même les journalistes, ne veulent plus de Shin Tae-yong. Ils veulent
que la KFA arrête ses bêtises, reparte sur un cycle de 4 ans, mais en commençant par du bon pied, en prenant un vrai coach, un bon coach, mais pas avec Shin Tae-yong, parce qu'on a quand même vu qu'il était ultra limité. Même ces changements aujourd'hui, hein, ils sont quand même très bizarres. Tu perds, tu dois aller gagner, même si tu connais le score de la Suède. Ces changements sont quand même très étranges. Donc, moi, je sais pas ce que va faire la KFA. Moi, ce que je souhaite, c'est que Shin Tae-yong s'en aille là-dessus. On lui dise merci, tu as qualifié le pays, tu as fait une victoire de prestige, maintenant tu t'en vas. Mais tout va appartenir à la KFA, qui est quand même une fédération qui gère les choses très très mal et qui risque de dire à Shin Tae-yong, qui est en plus leur homme de main, hein, de lui dire bah voilà, tu vas rester. On verra ce qui va se passer. On verra Nous ça. verrons bien. En attendant, on dit donc au revoir aux guerriers Taeguk. On leur dit à la prochaine sur le carnet opposé, puisqu'il y aura la Coupe d'Asie bientôt. C'est en Et 2019. les jeux asiatiques aussi. Et les On Jeux va essayer de asiatiques. couvrir les jeux asiatiques parce que bon, alors là, il y a comment dire, une petite campagne sur les réseaux sociaux pour que le président accorde à tous les joueurs une exemption de service militaire. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés, mais il y a la principale, c'est Son Heung-min. Normalement, la Coupe du Monde ne permet pas d'en obtenir une. Donc, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit pour Lucarne Opposé. Mais comme il y a une campagne, qu'il y a une victoire quand même sur le champion du monde, est-ce que le président va céder? Ça va être une affaire à suivre. Voilà. Et ça pourrait être magnifique pour Son Heung-min. Ça pourrait être un peu déloyal pour les autres sportifs. Mais bon, voilà. On sait que le foot, c'est le sport numéro 1 et Son Heung-min est une immense star localement. Donc voilà. On verra. Mais en attendant, on suivra quand même les Jeux asiatiques parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir une exemption de service militaire et pas des moindres. Donc, on suivra ça pour Lucarne Opposé et la Coupe d'Asie 2019 aussi. Exactement. Très bien. Écoute, toi, Baptiste, tu restes avec nous. Ce n'est pas fini. La Corée du Sud est éliminée, mais ce n'est pas fini puisque le Japon est encore là et jouera aujourd'hui. On te retrouve dans la deuxième partie de ce podcast pour faire le brief du match du Japon. Ça marche ? Parfait. À toutes. Ils ont eu chaud, les Aztèques, dans l'autre match du groupe. Nous avions prévenu qu'ils étaient capables du pire. On a vu le pire. Voyons si Diego a survécu à cette angoisse. Hola Diego, comment ça va? Comment ça va, Diego? Que sufrimiento. C'était l'horreur. C'était l'horreur. C'était l'horreur sur tous les points de vue. C'était l'horreur sur le point de vue des sentiments et c'était l'horreur footballistiquement. Et oui. Donc, et oui, car vous l'avez compris, chers auditeurs, le Mexique s'est qualifié, mais dans une douleur terrible. On l'avait annoncé, hein, comme je vous l'ai dit dans cette petite introduction, le Mexique est capable du pire. On a vu le pire avec cette défaite 3-0 contre la Suède. C'est le pire match depuis 1978. Je pense. Ah, carrément. Pour toi, c'est j'ai regardé là. 78. Alors, j'ai pas vu les matchs en 78, évidemment, j'étais pas né. Mais alors, j'ai regardé dans l'histoire du Mexique. À chaque fois, le Mexique, quand ils perdent, c'est de peu. Ils perdent jamais contre des petits. J'ai dû remonter jusqu'à 78 et une défaite 6-0 contre l'Argentine pour vraiment voir une défaite aussi honteuse et aussi large, quoi, finalement. Il y a le Chili à la Copa América 2016 et l'Allemagne à la Copa des Confédérations. En Coupe du Monde, en Coupe du Monde. D'accord. Alors, en une semaine, le Mexique a réalisé peut-être le plus grand exploit de son histoire en battant l'Allemagne il y a 10 jours. Et là, en se faisant laminer 3-0. Donc, c'est quand même un match assez étrange finalement parce que c'est un match vraiment. On avait annoncé que le Mexique pouvait largement se faire harakiri. Déjà parce que le Mexique n'aime pas ce genre de match. Grand gaillard en face, tu sais pas comment jouer. Déjà, dès la première minute, tu te prends un jaune sur un duel aérien. Bon, ça annonce déjà le fait que tu vas passer un sale match au niveau du jeu aérien et au niveau des longs ballons suédois. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'avant tout, le Mexique s'est complètement déconcentré à cause de ça. Et ensuite, il a perdu son football parce que mentalement, c'est une des équipes les plus faibles, je pense, le Mexique, de toute façon. Une équipe qui, dès qu'elle doit jouer un match coup près, le Mexique perd ses moyens. Et bon, voilà, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais c'est au-delà du football mexicain. Je pense que c'est carrément dans l'histoire de ce pays. Dès que tu joues quelque chose d'important ou dès que tu as un Européen face à toi, ou quelqu'un qui est supposé être supérieur à toi, tu perds tes moyens. Voilà. Oui, donc là, le Mexique se qualifie.
voilà, le Mexique se qualifie. Bon, on dit souvent, on dit que c'est à la faveur de la victoire de la Corée. Il ne faut pas oublier que le Mexique a quand même battu l'Allemagne en match d'ouverture. On va retenir ça. On va essayer de retenir ça sur cette phase de poule. Mais c'est pour terminer, parce que on te sent pris par les émotions. En effet, c'est tout à fait juste. Tout n'est pas acheté. Donc, il y a évidemment cette défaite terrible contre la Suède où tout presque était acheté. Mais il ne faut pas oublier cet exploit inaugural. Je suis d'accord avec toi. On ne sait pas encore, à l'heure où on enregistre, qui du Brésil, de la Suisse ou de la Serbie, le Mexique affrontera en huitième de finale. Quoi qu'il en soit, un huitième de finale, il faut le passer, surtout pour le Mexique qui aura à cœur de le passer puisqu'ils sont éliminés depuis 1994 en huitième de finale de chaque mondial. 90 on peut même dire 86, parce que comme en 90, ils ne participent pas, et ben en fait, sur les dernières participations du Mexique, c'est élimination systématique dès le match coup près, dès le match à élimination directe, depuis 86. Voilà. Alors du coup, que ce soit le Brésil, que ce soit la Suisse, que ce soit la Serbie, la question n'est pas là. Pour la question que j'ai envie de te poser, Diego, c'est est-ce que le Mexique saura se remobiliser derrière ce Toto croche-patte? Alors, ce qui est l'une des choses positives de ce match, c'est que la malédiction, alors je ne sais pas si on peut parler de malédiction, mais le fameux Yamerito, qui veut dire on y était presque, en fait, finalement, n'est pas arrivé. Ce qui se passe souvent avec le Mexique en Coupe du Monde, c'est que l'élimination vient à cause d'une erreur d'arbitrage, à cause de la malchance, à cause de souvent un petit but casquette. C'est ce qui est passé en 2014, en 2006, en 98. En 2002, tu te fais éliminer contre les États-Unis, tu ne sais pas comment. Et ben là, ça leur pendait au nez de se faire éliminer de cette manière. Et on a vraiment cru, durant toute la seconde période, que ça allait se passer. On peut se dire que finalement, cette période-là est peut-être terminée et que mentalement, ils ont peut-être vécu leur pire moment de la compétition. Et que du coup, en huitième, ce sera autre chose. C'est la seule motif de satisfaction. Parce que je pense qu'un cap mental a été passé et que du coup, en fait, le fameux coup près qui tombe à chaque fois sur le Mexique, il est déjà passé et pourtant les Mexicains sont encore là et ils ne peuvent que aller au-devant. Généralement, le coup près tombe sur les matchs à enjeu, les matchs à élimination directe. Là, ça devait se passer. Je suis sûr que tout le monde imaginait à la 70e minute, quand il y avait 2-0 pour la Suède, pas que l'Allemagne allait marquer au moins à la dernière seconde ou sur un but de casquette et que le Mexique se ferait éliminer comme d'habitude de manière un peu rocambolesque et que ce serait Yamerito. On a failli le faire, quoi. Et ça, c'est pas produit. Et donc, ça, c'est pas produit, oui. Donc, du coup, tu peux te dire, écoute, est-ce que cette année, c'est justement l'année où tu te prends un 3-0 en poule, est-ce que c'est l'année où tu vas faire quelque chose en huitième ? C'est peut-être la bonne. Moi, je trouve quand même que le Mexique n'a pas forcément perdu son football. On a vu quand même que le Mexique avait des phases de possession assez intéressantes quand Héctor Herrera le voulait bien. C'est vraiment finalement un match assez gonflé. Le score est assez gonflé, il faut le dire. Hein. 3-0, c'est pas non plus en seconde mi-temps, les Suédois ont eu 100% de réussite. Hein. Ils ont pas 3 occasions en deuxième mi-temps, les Suédois. Ils en ont eu une et ils ont marqué 3 buts quand même. Le premier but est un but de casquette, le troisième est un but contre son camp venu d'On Sezou. Alors quand on a vu ce but-là, on s'est dit c'est parti, là c'est bon, le Mexique va se faire sortir parce que c'est typique d'une élimination du Mexique. Et je ne vais pas cacher que à ce moment-là, je connais aussi la théorie du Yamerito et en effet, quand j'ai vu qu'il restait 20 minutes dans l'autre match, je me suis dit c'est mort. Mais nous avons souffert. Et le Mexique, là, ce huitième de finale, mais alors quelle souffrance, je suis d'accord avec toi. Écoute, Diego, merci beaucoup, muchas gracias, et on se retrouve du coup en huitième pour souffrir à nouveau. On fait ça, ce sera de la souffrance quoi qu'il arrive. Ce sera de la souffrance quoi qu'il arrive. Hasta luego, Diego. Salut. Ils souhaitaient, comme le Pérou ou le Maroc par exemple, sortir la tête haute de leur mondial. Les Ticos ne ramènent que le nul de leur dernier match face à la Suisse, mais aussi plusieurs satisfactions que nous confie Grégory Chaboch. Bonjour Grégory, comment vas-tu ? Salut Simon, écoute, ça va plutôt bien. On savait que c'était terminé pour mes Ticos, donc un peu déçu évidemment puisque c'est la fin de la Coupe du Monde pour los Ticos, mais sinon ça va, moi ça va plutôt bien. Et oui, car grâce au Costa Rica, à partir de maintenant, toutes les équipes de la Coupe du Monde ont pu célébrer au moins
un but. Et les Costariciens ont même pris un point, donc grâce à ce 2-2 contre les Helvètes, contre la Nati. La Suisse avait ouvert le score, le Costa Rica les a rejoints, la Suisse avait marqué le second but, et dans le temps additionnel, le Costa Rica a réussi à marquer. Mais toi, ce que tu retiens, c'est un joli jeu retrouvé du Costa Rica. Ouais, la première mi-temps, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, était très très compliquée. On sentait des Costariciens un peu pas timorés, mais ils avaient un peu peur de ce qui allait se passer durant ce match. L'ouverture du score est assez logique de la Suisse. On rappelle qu'il y a Daniel Colindres, hein, l'attaquant l'ailier du Deportivo Saprissa, qui tape la barre à 10 minutes, dans les 10 premières minutes. Après, le but va arriver vers la fin de la première mi-temps. Et début de la deuxième mi-temps, tu sens voilà, qu'il s'est passé quelque chose dans le vestiaire, qu'ils se sont remis de l'avant. Le bloc est monté d'un coup. Le bloc joue très haut. C'est ce qui va amener d'ailleurs l'ouverture du score sur un corner. Pardon. Et évidemment, quoi de mieux, quel symbole, quel joueur symbolisait le mieux finalement ce Costa Rica-là que Kendall Waston, qui a qualifié, je le rappelle, le Costa Rica pour cette Coupe du Monde lors d'une soirée mémorable contre le Honduras. C'est un coup de tête ravageur à la 94e. Et ben là, c'est encore lui, pas 94e cette fois-ci, mais c'est encore lui sur un corner qui va venir passer sa tête pour donner le premier but, égalisé à 1 des premiers buts du Costa Rica sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un symbole. Et puis ensuite, il y aura un deuxième but suisse dans la foulée. Et la réponse sera donnée par Bryan Ruiz dans le temps additionnel sur penalty. Le but a été accordé en fait à Yann Sommer parce que le penalty a été frappé sous la barre, le ballon tape dans le dos du gardien suisse et rentre. Mais voilà, c'est un signe. Kendall Waston et Bryan Ruiz. Bryan Ruiz, ça devrait être normalement son dernier mondial, voire peut-être même son dernier tournoi international avec le maillot de la Sélé. Donc voilà, c'est très important d'avoir vu le Costa Rica bien sortir de cette Coupe du Monde. Et tu l'as dit, c'est important surtout de prendre un point et de marquer des buts. Voilà, deux buts inscrits. Finalement, tu finis avec un bilan de 2 buts inscrits, 5 encaissés, 2 défaites, un match nul. Voilà, c'est un très mauvais bilan. Ça, tout le Costa Rica est unanime. Maintenant, on va s'ouvrir maintenant en direction. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf et l'avenir est prometteur. L'avenir, et justement, l'honneur est sauf, l'avenir est prometteur. Quel bilan tires-tu de cette Coupe du Monde au final? Un mauvais, après, j'avais du moins moi personnellement, et je pense que tout le Costa Rica, pareil, une mauvaise connaissance de la Serbie. Et je pense que tout s'est joué sur ce match, en fait, tout s'est joué sur ce premier match où tu encaisses le but sur coup de pied arrêté, sur un magnifique coup franc de Kolarov. C'est là que tu peux avoir, je pense, des regrets parce que te dire que, bon, contre le Brésil, clairement, le Costa Rica n'a rien fait. Ils ont mis le cadenas à double tour et Felipe Coutinho arrive à trouver la clé à la 92e. Donc ça semble un peu logique au vu du match, mais vraiment, si tu peux avoir des regrets, c'est sur ce match contre la Serbie où tu encaisses le seul but du match sur coup de pied arrêté et tu te dis que si tu t'étais un peu plus lâché dès le départ, peut-être que tu aurais pris un point, voire plus. Voilà, il y a des regrets en tout cas sur ce match de la Serbie. Il y a une méconnaissance aussi de la Serbie lors du tirage de sort qui a peut-être pu mettre sur la mauvaise piste les Costariciens, mais c'est aussi une mauvaise préparation de tout le staff. C'est un sélectionneur qui est en bout de course et qui ne va pas prolonger son contrat. Un nouveau sélectionneur va arriver dans les mois à venir. Donc voilà, le bilan que je tirerais, c'est une mauvaise Coupe du Monde malheureusement pour les Ticos, mais l'honneur est sauf et voilà, je pense qu'on va avoir maintenant un renouvellement de génération. Je pense pas qu'il y aura un creux parce qu'il y a quand même de très très bonnes choses à venir. Je pense notamment à Joel Campbell. Alors soit il va s'imposer à Arsenal, soit Unai Emery va décider de le vendre puisqu'Arsène Wenger, on sait le bloquer un peu du côté d'Arsenal. Donc voilà, j'espère que lui va s'imposer déjà dans un club, Joel Campbell, et ensuite s'imposer en équipe nationale. En tout cas, c'est l'avenir et c'est la relève. Ça doit être lui le taulier des prochaines années. Très bien, d'autant plus que oui, on le voit, les Costariciens font de très bonnes choses dans la Major League Soccer. On le voit très souvent avec le podcast Culture Soccer de nos amis Antoine Latran et Anthony De Varenne, qu'on n'entend pas beaucoup pendant la Coupe du Monde, mais qu'on retrouvera juste après. Et dans un championnat qui devient de plus en plus compétitif, voir autant de Costariciens, je pense que c'est une bonne chose, au moins à l'échelle continentale.
pour le Costa Rica. Merci beaucoup, Grégory. C'était ta dernière dans l'autre Coupe du Monde. Mais écoute, c'était somme toute beaucoup d'émotions et une très bonne Coupe du Monde. Alors on te dit à la prochaine dans un Bola Latina en plus. En plus, ou dans un Culture Soccer, à savoir. Et voilà, toi tu fais le grand écart. C'est ça. En tout cas, merci à toi, Simon, parce que ton podcast est appréciable et apprécié, visiblement. Et puis, allez les Bleus, surtout. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine, Greg. Allez les Bleus. Pour le Brésil, si le nul était suffisant, la victoire était le véritable objectif pour se mettre en confiance avant les choses sérieuses. Allez, on repart un coup du côté du Minas Gerais pour prendre la température de ce dernier match de poule. Pour changer, troquons aujourd'hui la populaire Praça Savassi pour le quartier de Lourdes, ou Lourdes comme la ville française, tout à fait. Beaucoup plus guindé, fréquenté par les CSP+, de Belo Horizonte, l'ambiance reste festive bien sûr, mais bien moins concentrée sur l'enjeu d'une rencontre, que le Brésil doit pourtant bel et bien jouer avant de rejouir. On papote, on rigole, on drague, on n'a pas toujours l'œil rivé sur l'écran, et l'hymne est à nouveau bazardé sans patriotisme aucun. Le jeu commence sur un drôle de rythme, à se demander si les Serbes ont été mis au courant qu'ils se qualifiaient en cas de victoire. Un petit jeu attentiste que Paulinho va finir par leur faire payer à la 36e. Au retour des vestiaires, les Serbes semblent plus déterminés et ils se montrent bien plus dangereux. Le prince Neymar, quant à lui, dont le comportement lors du dernier match a beaucoup déçu, en prend pour son grade. Enfin, sa mère plutôt. Angoissé par cette Serbie revigorée, mon amie Cynthia me demande d'échanger de place. Nous avions échangé nos chaises par inadvertance à la pause, en effet. Eh bien, figurez-vous que même pas une minute après... On y croit pas, mais la superstition, ça se vit, ça ne s'explique pas. À 2-0, les hommes des Balkans n'y croient plus. La rencontre se termine presque dans l'indifférence. Job is done, trabalho feito, comme on dit ici. Place au 8e. Mais retrouvons tout de même Marcelin pour se pencher un peu plus sportivement sur la rencontre. Salut Marcelin, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien avec la qualification du Brésil. Pour toi, le passionné du Brésil, l'aventure continue. Pour moi, le résident au Brésil, la fête continue parce que voilà, c'est toujours agréable. Une victoire donc de la Seleção, 2-0 contre la Serbie. Une victoire
que personnellement j'ai trouvé relativement tranquille. Le Brésil semble monter en régime face à une Serbie qui, par contre, je trouve, a mis un petit peu de temps, au moins une mi-temps, à comprendre qu'elle avait quelque chose à jouer dans ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Ouais, j'ai trouvé que le Brésil a fait vraiment un match maîtrisé et que c'est vrai que si la Serbie a eu du mal à se montrer, je pense que c'est aussi parce que le Brésil en face était vraiment solide, que ce soit en défense où il récupère très vite le ballon et après en attaque quand ils l'ont cette fois-ci où ça va très vite par moment et en même temps ils ont été sereins, ce qu'on parlait hier, ce manque de sérénité sur les 2 premiers matchs. Là, je trouve qu'on l'a beaucoup moins vu, c'était beaucoup plus maîtrisé. Oui, on est tout à fait d'accord. Par contre, au moins en première mi-temps, j'ai été un petit peu déçu par. On n'est pas là pour parler de la Serbie, mais la prestation qu'on a vue en première mi-temps m'a beaucoup dérangé. On a vu des phases de jeu où la défense brésilienne se passait le ballon sans aucun pressing. J'avais envie de dire aux Serbes, mais si vous ne venez pas le chercher, personne ne va vous le donner, quoi. Enfin, c'était un peu étonnant de la part de la Serbie. Ouais, c'est vrai que je pense que j'ai un peu peur de l'enjeu avec cette place à aller chercher. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à rentrer dans le match, mais ouais, en face, il y avait quand même un Brésil qui était assez costaud par rapport aux 2 premiers matchs. Ça, c'est sûr, il fallait l'affronter, ce Brésil d'aujourd'hui, car on l'a vu monter en régime. On a vu un Neymar un petit peu plus en jambes, qu'est-ce que t'en dis ? Bah ouais, à l'image de l'équipe, lui aussi, il monte en régime. Plus ça vient et mieux c'est. Dans les accélérations, on retrouve un peu le Neymar du PSG en début de saison où il peut vraiment faire mal quand il accélère. Et aussi, on l'a vu un peu moins chercher le dribble, plus jouer avec les autres. Et même lui, on sent qu'il est mieux dans son match, quoi. Donc, comme le Brésil, je trouve qu'il monte en puissance. Oui, et on a vu Willian aussi, dont on avait un petit peu parlé de la performance contre le Costa Rica et l'entrée de Douglas Costa. Willian là, a pas bien participé au jeu, a joué tout à fait correctement. En revanche, le Brésil a perdu Marcelo en cours de match, remplacé par Filipe Luis en première période. Est-ce que tu sais, toi, moi je n'ai rien vu passer, est-ce que tu en sais plus, toi, sur sa blessure ? Alors je sais juste que c'est le dos qui est touché. Mais après, je sais pas la gravité de la blessure. C'est juste, ouais, il a senti qu'il pouvait pas continuer le match. Alors peut-être que le dos, ça peut être un peu moins grave qu'une blessure musculaire. Donc je pense que peut-être pas le prochain match, mais pourquoi pas. Je pense qu'il va revenir en tout cas sans trop de soucis. C'est ce que j'avais entendu pendant la rencontre sur Sport TV. En effet, que ça avait l'air d'être les lombaires, ils ont dit, je crois. Mais voilà, tu ne sais pas plus que moi. Je me demandais si tu en savais un peu plus sur la gravité, mais manifestement, on ne sait pas encore. Eh ben, écoute, Marcelin, quel bilan pour terminer fais-tu rapidement de cette phase de groupe? Bah, je trouve qu'à part Willian, même si il s'est un peu rattrapé, je trouve que c'est pas encore ça. Je trouve que tous les joueurs sont au niveau pour l'instant. Et Thiago Silva qui est en plus qui a été récompensé aujourd'hui par son but, mais qui est l'un des meilleurs Brésiliens sur ces 3 premiers matchs, avec Coutinho encore qui a été très bon, qui a bien combiné avec Neymar aujourd'hui. Gabriel Jesus, on attend un petit peu, je pense qu'il faudrait qu'il marque pour qu'il se libère, mais il montre qu'il est intéressant aussi sur certaines phases de jeu. Et puis ouais, collectivement, ça monte en puissance et je pense qu'ils ont tout pour confirmer en 8e contre le Mexique. Oui, je suis tout à fait d'accord sur Gabriel Jesus. À défaut de marquer, on le voit extrêmement volontaire. Il cherche beaucoup, il lutte beaucoup, il propose énormément et on espère pour lui que ça rentrera. Surtout que j'ai parié avec des amis que ce serait lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde et il a déjà beaucoup de retard. Bah écoute, merci beaucoup Marcelin et on se retrouve pour le brief du 8e de finale contre le Mexique. Ça marche, salut. Passons maintenant aux sélections de ce dernier tour de piste pour la phase de groupe, à commencer par les Samouraïs bleus de ce cher Baptiste. Retrouve Baptiste Maurigal. Ça va toujours bien, Baptiste? Ça va toujours bien. Bah là, je suis lancé. Là, je suis bien pour tout le temps. Il est lancé, il est chaud.
Alors on passe de la Corée du Sud, on traverse la mer du Japon pour arriver au Japon, évidemment, et pour parler de la sélection des Blue Samurai, des Samouraïs bleus, qui affronteront ce jeudi la Pologne, qui affrontera la Pologne déjà éliminée pour une éventuelle place en huitième de finale. Le Japon qui a arraché le nul contre le Sénégal et qui a toutes ses chances en main face à une équipe qui par contre aura à cœur de se venger, enfin plutôt de sauver son honneur. On a vu ce qu'une bête blessée peut faire avec la Corée du Sud ou le Pérou. Est-ce que le Japon tombe dans un piège, s'avance vers un piège, ou plutôt, voilà, la question, est-ce que le Japon est armé à ne pas tomber dans le piège polonais? Oui, ils sont armés, parce que alors, ce que j'ai vu de la Pologne, concrètement, le Japon ne doit pas en avoir peur. Le Japon doit jouer son jeu, doit aller là chercher cette place en huitième et ne pas attendre qu'elle lui tombe dans les mains. Il faut qu'ils se donnent à fond. Ils ont toutes les cartes en main parce que la Pologne, c'est vraiment pas top. En plus, ils sont éliminés. Alors certes, ils vont vouloir faire un résultat, mais il va pas falloir se laisser prendre par la pression, parce que c'est quand même une grosse pression. Le Japon peut finir premier de son groupe en cas de victoire. Si bien sûr le Sénégal ne met pas une claque à la Colombie. Voilà. Donc en plus, le Japon est dans la meilleure position possible, c'est-à-dire que même un match nul, ils sont qualifiés. Donc il faut vraiment pas qu'ils tombent dans un piège de se dire putain, est-ce qu'on va se qualifier ou pas. Il faut qu'ils jouent leur jeu, qu'ils soient sérieux, et je pense que ça devrait passer, parce que la Pologne, c'était vraiment pas top sur les 2 premiers matchs, alors que le Japon avait montré quand même de belles choses. Donc voilà, ils ont tout entre les mains. C'est à eux de jouer, et j'espère qu'ils vont remplir leur contrat et d'aller en huitième. Et excuse-moi, j'ai mangé le nom du sélectionneur, c'est Nishino? Oui, Akira Nishi. Akira Nishino, je ne l'ai pas mangé en fait. Il était derrière, juste au bout de ma langue. Est-ce que Nishino a prévu des changements tactiques, des petites modifications pour affronter ces Polonais? Alors, je pense pas. On se posait quand même un peu la question sur le gardien, mais je pense que Kawashima va quand même garder la confiance du sélectionneur. Je trouverais ça un petit peu dommage quand même, juste dans un match qui peut être le plus important de la Coupe du Monde pour eux, parce que s'ils le foirent, ils peuvent être éliminés. Ça serait quand même bizarre de le voir changer. Après, vu que ça a marché pour les 2 matchs, je suis pas certain qu'il va y changer quelque chose. Même s'il me semble qu'il avait fait un changement face au Sénégal. J'ai plus les compos en tête là, si tu veux. Là, je suis encore dans le mood de la Corée du Sud. Mais non, je pense qu'on gardera une équipe globalement identique, et il va faire confiance à ces mecs-là. Il y a peut-être Honda qui va jouer une place parce qu'il a marqué quand même face au Sénégal, et on sait que marquer un but, généralement pour une star, ça peut être très bénéfique pour ensuite être titulaire, mais globalement, il va garder la même ossature. On devrait retrouver les mêmes joueurs et il leur fera confiance. De toute façon, il leur a fait confiance depuis le début, donc il n'y a pas de raison. Pas vraiment. Il n'y a pas de raison de changer. Et on sait que l'ancien technicien, ceux qui les ont qualifiés, qui a qualifié le Japon, celui qui a qualifié le Japon, Vaidali Lodzic, avait eu énormément de problèmes de démêlés avec les journalistes, avec la presse. Le Japon a relevé la tête depuis et est en passe de se qualifier pour les huitièmes. Comment la presse traite ces samouraïs bleus? Ah bah là, tout va bien dans le meilleur des mondes parce que personne ne s'y attendait. Donc là, tout le monde est très euphorique, tout le monde est très très content. En plus, ça reste entre les mains d'un Japonais, c'est un Japonais qui a fait ça. Donc voilà, ils peuvent être que contents. Quand ça allait mal et que c'était un étranger, ils étaient bien contents de le souligner en disant qu'un étranger ne comprenait peut-être pas forcément les caractéristiques d'un joueur asiatique. Donc là, ça marche, c'est un entraîneur japonais, forcément, tout est bien. Voilà. Je vois pas d'ombre au tableau pour le moment. Très bien, écoute, on va garder cet esprit fort positif et envoyer de très bonnes ondes pour le Japon. On est sûr et certain déjà, en tout cas dans ce groupe, que 2 ressortissants du groupe du cheptel du monde, du quart opposé, sera en huitième. Donc au bout d'un moment, il y a conflit d'intérêts. Alors pour moi, Sénégal, Colombie, Japon, que le meilleur gagne. Et je leur souhaite le meilleur parcours. Merci beaucoup Baptiste, et on se retrouve demain pour débriefer ce match du Japon. Ok, d'accord, pas de souci. À demain. Dans l'autre match de ce groupe H, le Sénégal ira défier la Colombie. Sacré dessert pour les Lions de la Teranga. Voyons avec Pierre-Marie si les Fauves sont en appétit. Salut Pierre-Marie, comment ça va? Bonjour Simon, ça va.
Bon, demain, le Sénégal, dernier espoir africain de cette compétition, qui jouera pour une victoire, bien sûr, ou un nul, qui lui permettrait de passer en huitième de finale contre la Colombie, une sacrée équipe, un sacré ogre qui sera difficile à tuer, à surmonter. Comment le Sénégal compte affronter cette Colombie? Écoute, comme je l'avais dit un peu plus tôt, difficile d'anticiper un petit peu quels seront les matchs des Sénégalais tant ils sont imprévisibles dans leur production. On peut quand même s'attendre à avoir une équipe assez concentrée sur ses tâches défensives, un petit peu à l'image de ce qu'a fait le Nigeria hier. Après, ils sont quand même encore invaincus depuis le début de la compétition. Ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont, comme je l'ai dit dans les podcasts précédents, ils surfent sur une réussite assez incroyable à ce niveau-là de la compétition. Ils ont les cartes en main avant le coup d'envoi. Enfin, au moment du coup d'envoi, ce seront eux qui seront qualifiés. Donc voilà, tout le monde y croit, que ce soit l'entraîneur, les joueurs, tout le monde semble prêt pour ce combat-là. Après, ils auront quand même un petit peu de pression parce que dernière équipe africaine en lice, les derniers capables de se qualifier pour les huitièmes, aucune équipe en huitième pour l'Afrique, ça, il faut remonter à 1982 pour ça. Donc, ce serait quand même un sacré coup d'arrêt pour le football africain. Et du coup, c'est une pression que vont devoir assumer les Sénégalais. On sait que c'est jamais très évident. Oui, on l'avait dit d'ailleurs lors du dernier podcast où l'on avait traité du Sénégal. Tu nous avais dit qu'il y avait une certaine conscience continentale derrière les équipes africaines, a fortiori derrière le Sénégal, qui, comme tu l'as dit, est la dernière chance. Est-ce que Monsieur Aliou Cissé, l'un des entraîneurs les plus classes de cette Coupe du Monde, prévoit des changements sur le terrain pour affronter la Colombie? Alors, tu connais le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a quand même des petites rumeurs qui circulent, qui commencent à circuler un petit peu sur les sites sénégalais, les réseaux sénégalais, avec une possible titularisation de Keita Baldé, l'attaquant de Monaco, qui pourrait être associé en pointe avec Mbaye Niang. Il y avait une petite incertitude avec lui puisqu'il est sorti contre le Japon un petit peu avant la fin, en traînant un petit peu la patte. Donc voilà, ça faisait partie des doutes de savoir s'il allait être apte. Dans la conférence de presse d'aujourd'hui, le coach a dit qu'il serait prêt. Donc voilà, logiquement, à part peut-être une titularisation de Keita Baldé en attaque, on devrait retrouver la même équipe qui avait débuté le premier match dans un système en 4-4-2 avec Gana Gueye et Alfred Ndiaye au milieu. Et puis aussi, une petite, je sais pas si c'est une petite incertitude, mais c'est un débat qui est en train de naître un petit peu parmi les supporters. C'est qui est-ce qui sera dans les buts, parce que même si Kadim Ndiaye est titulaire depuis le début, mais il reste sur une boulette dans le dernier match contre les Japonais là, avec une sortie complètement ratée, et les supporters lui en tiennent rigueur et se demandent s'il faudrait pas le changer et le remplacer par le gardien du Stade Rennais, Abdoulaye Diallo. Donc voilà, c'est les petits bruits qui circulent un petit peu là autour des Lions de la Teranga à 24 heures du coup d'envoi. À propos de supporters, comment ces supporters perçoivent cette éventuelle qualification, ce dernier match, ce petit exploit à faire pour passer en huitième? Écoute, eux, ils sont assez confiants parce que c'est vrai que nous, on a cette image d'une Colombie. On est conscient de la force de cette Colombie de Pekerman, qui est maintenant un outsider régulier dans toutes les compétitions auxquelles elle participe. Mais c'est vrai que d'Afrique, c'est pas forcément un ogre de l'égal de l'Argentine ou du Brésil. Donc voilà, ça peut être peut-être il y aura pas cet excès de respect de l'adversaire qu'on a pu voir notamment dans le match du Nigeria contre l'Argentine. Logiquement, ça devrait pas être le cas pour les Sénégalais. Et également un petit mot, oui, pour ces supporters qui y croient dur comme fer. C'est vrai qu'on les voit beaucoup à la télé. Ils ne sont pas très nombreux. La délégation sénégalaise est très petite, peut-être même encore plus petite que celle de l'équipe de France. Mais voilà, c'est des supporters, je voulais le dire, c'est pratiquement des supporters professionnels. Ils sont là-bas pour faire leur métier, encourager leur équipe. C'est pour ça qu'ils sont tous déguisés, qu'ils ne s'arrêtent pas de chanter du début à la fin, qu'ils n'arrêtent pas de faire des chorégraphies, parce que ça fait partie de leur job. Et généralement, c'est des délégations officielles qui voyagent comme ça. C'est pas comme Jérôme, par exemple, qui a pris une initiative personnelle de voyager avec ses supporters uruguayens, mais c'est plutôt là le gouvernement sénégalais, le ministère des Sports et la fédération qui ont organisé un voyage comme ça des groupes de supporters officiels pour
pour qu'ils jouent leur rôle de 12e homme, puisqu'ils se le disent clairement, ce sont eux les 12e hommes de la sélection. Donc voilà, c'était pour vous dire, c'est pour ça qu'on les voit pas très nombreux en tribune, mais souvent à l'écran. du supporter professionnel, c'est un concept, mais c'est assez génial, je trouve. Merci beaucoup, Pierre-Marie. On se retrouve demain en espérant que ce ne soit pas la dernière fois que l'on ait un chroniqueur des Frikia dans un podcast, puisque les Maghrébins de Farouk sont déjà sortis, l'Afrique du Nord avec l'Égypte aussi. On espère, voilà, Nigeria sorti. On espère que ce ne sera pas la dernière fois pour la team Africa. Salut Pierre-Marie. Ouais, salut Simon. Et puis ouais, je compte sur l'équipe, la team Lucarno Posé pour croiser les doigts avec moi parce que bon, c'est bon, il y en a déjà plein des équipes sud-américaines qualifiées pour les 8e. En effet, allez. Ciao. Ciao Simon. En face des Lions, El Tigre. Remis sur pied après leur triomphe sur la Pologne, les Colombiens n'auront pas d'autre choix que de s'imposer pour continuer l'aventure. Accueillons notre ami Pierrot pour savoir si la chandelle des cafeteros brûle encore. Hola Pedro, salut Pierre, comment estás? Hola Simon, ça va bien et toi? Ça va très bien. Parlons donc de ce troisième match des cafeteros, troisième match de qualification qui est pareil, qui est dans un groupe, comme le groupe du Mexique hier, qui est un groupe très relevé, enfin surtout très ouvert encore. Et tout n'est pas encore fait pour la Colombie qui avait perdu son premier match, mais qui a brillamment remporté son second. La question, c'est donc, le faux départ est digéré, c'est bon, ça y est, c'est parti, les Colombiens sont lancés dans leur Coupe du Monde? Alors, digéré, oui. Oui, le match contre le Japon, il est digéré, il est laissé derrière. Si la Colombie et la Coupe du Monde de la Colombie est partie, pose-moi la question demain après le match et je te répondrai parce qu'il y a ce dernier match à jouer contre le Sénégal et il faudra faire un match très intelligent pour espérer passer parce qu'un match nul risque de pas suffire. Ça c'est clair et net. Est-ce que tu peux nous rappeler, la Colombie a besoin absolument d'une victoire, hein? Ouais, elle a 3 points, le Japon et le Sénégal 4. Oui, c'est ça. La Colombie a 3 points, le Japon et le Sénégal 4. Et le Japon va jouer la Pologne, qui est déjà assurée de rentrer à la maison. Donc, la Pologne, vraie interrogation. Quelle équipe elle va aligner? Comment seront les joueurs, etc. Donc, ça, c'est une c'est un vrai problème pour la Colombie parce que le Japon, c'est sûr, ils vont jouer leur vie. La Pologne, non. Donc, à voir comment ça va tourner. Le plus simple, et ce qui se dit ici en Colombie, c'est assez simple, c'est que la Colombie a son destin en main entre les pieds et que si elle gagne contre le Sénégal, elle verra les 8e de finale. Donc ça c'est la seule certitude qu'il y a à l'heure actuelle côté colombien. Ça, c'est assez clair, en effet. Ouais. Et qu'en disent les Colombiens eux-mêmes, qu'en dit la presse de ce nouveau départ, de ce second départ de la Colombie et de cet avant-match du Sénégal? Sur le match en lui-même, ce qui s'est dit en fait après le match contre la Pologne, c'est qu'on avait vu une Colombie, sans enlever le mérite à la Pologne qui n'a pas été bonne, mais sur tout le mondial. Ce qui s'est dit, c'est que la Colombie avait fait un vrai gros match de Coupe du Monde. Et ça, c'est arrivé de toute façon au moment où c'était ça ou dehors, quoi. Donc, ce qui se dit, c'est que ouais, faudra garder ce niveau-là parce que sinon, ça va être compliqué d'espérer quelque chose. Donc, on espère revoir les mêmes choses. Après le match, on a posé la question à Pekerman parce qu'en Colombie, il y avait souvent ce débat-là, à savoir James, Quintero, est-ce que c'est pas possible de faire jouer les deux en même temps? Et on a vu que si. Alors on a vu qu'il y avait quand même, c'était pas parfait, hein, il y avait des défauts et que ça pouvait mettre un peu en danger la Colombie parce que James ou Quintero ne vont pas défendre, ne vont pas rester sur le côté gauche. Donc tu as quelques problèmes tactiques. Mais ce qui se dit, c'est que ouais, il faudra reproduire au moins ou à minimal le même match pour espérer venir à bout des Sénégalais qui se laisseront pas faire, qui seront très dangereux et notamment sur les côtés. C'est ce qui se dit un peu. Il faudra faire attention
sur les côtés à pas trop se découvrir. Alors, plus sur le côté gauche, justement, parce que Morica, il pourrait être laissé un peu seul et il y a des mobilettes devant. Hein. Ismail Assar va très, très, très vite. Donc voilà ce qui se dit. Ouais. Et il y a débat aussi sur qui mettre Carlos Sanchez, le capitaine, qui a été capitaine contre l'Égypte, notamment en préparation, et qui est un joueur très important, ou alors si on laisse Wilmar Barrios, c'est qu'on touche à rien. Donc ça, c'est un des débats aussi qu'on a eu en Colombie. D'accord, bah justement sur les débats d'alinéation ou de titularisation. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu penses que l'équipe, tu viens de nous expliquer que c'était le débat, mais toi, est-ce que tu penses que l'équipe qui a été triomphante contre la Pologne va être réalignée pour ce dernier match de poule? Et je pense qu'il va mettre Carlos Sanchez au milieu. Je pense. Après, je verra la surprise parce que Barrios a été bon contre la Pologne. Mais je pense que pour l'expérience, pour la tranquillité, le calme qu'il va apporter, je pense que Carlos Sanchez devrait commencer. Sinon, il va garder le même 11. Ça, et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Pierre et on se retrouve demain pour débriefer ce match de la Colombie. Pour ce qui sera, j'espère, ce qui ne sera pas, j'espère, mon dernier podcast dans cette Coupe du Monde. J'espère pour toi aussi. Salut Pierre. Ciao Simon. Terminons enfin par ce Panama-Tunisie du groupe G, une rencontre qui n'aura d'enjeu que l'honneur de ces deux nations. Malheureusement, notre ami Farouk a de nouveau été embêté par des soucis techniques, mais il tient tout de même à nous passer 2-3 infos sur les Aigles de Carthage. Tout d'abord, la FIFA a refusé d'accorder aux Tunisiens une dérogation pour la venue d'un 4e gardien. Conséquence, la Tunisie n'a plus qu'un seul gardien valide. A priori, Ben Youssef sera désigné comme second gardien, lui qui est pourtant un joueur de champ. De plus, les rumeurs de bagarre au sein du groupe n'arrangeront en rien la déception générale de l'opinion publique et ne calmeront pas une presse qui pointe déjà du doigt des failles dans la formation, dans la préparation, responsables selon eux des nombreuses blessures et méformes, et bien entendu de la gestion du groupe. Selon Farouk, la Tunisie sera alignée comme suit: Matlouti au bois, Adedi, Bedoui, Meria et Naguez derrière, Chalali, Skiri, Sassi au milieu et Sliti, Kazri, Ben Youssef en trident offensif. Bon. Vous l'avez compris, Farouk n'est pas des plus optimistes pour ce dernier rendez-vous des Tunisiens. D'autant plus qu'en face, le Panama a le sourire jusqu'aux oreilles malgré l'élimination. Faisons le point Canaleros avec Nicolas Cougo. Bonjour Nicolas, comment ça va? Salut Simon, bah écoute, ça va très bien, on a eu une belle journée de Coupe du Monde là, donc ça va très bien. On a eu en effet des buts, on a eu de l'émotion, on l'a vu dans la première partie de ce podcast. Mais pour le moment, là, on va parler d'aujourd'hui, jeudi, pour parler de ce match du Panama contre la Tunisie. On l'a vu juste avant, là, dans la présentation de l'arrivée, ma petite transition vers le match du Panama. Farouk Abdou est très pessimiste sur la Tunisie. La Tunisie, apparemment, est en train de vivre beaucoup de problèmes internes. Ça a l'air assez compliqué, la vie du groupe tunisien. Le Panama, lui, est encore en train de célébrer son premier but en Coupe du Monde malgré la déroute somme toute logique face à l'Angleterre. C'est absolument des dynamiques complètement inverses. On peut imaginer une première victoire du Panama en Coupe du Monde, non? Écoute, en tout cas, eux, ils l'espèrent. Je vais pas te dire qu'ils l'envisagent, hein, parce que Hernan Dario Gomez a quand même rappelé à tout le monde, parce que tu l'as dit, il y a une espèce d'euphorie qui se dégage. Ça paraît paradoxal de dire, mais voilà, on en a parlé dans le dernier podcast. Ce but booste tout le monde. Et Gio Gomez a quand même rappelé que la Tunisie, ça restait quand même un rival au-dessus de Panama, mais il a aussi bien expliqué, évidemment, d'un niveau bien moindre que les deux monstres que furent Belgique et Angleterre. Donc oui, il y a un objectif. Ils ont conscience qu'il y a une possibilité, et c'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré en conférence de presse, c'est leur source de motivation, d'aller chercher quelque chose d'un nouveau historique, d'aller chercher un point, voire même une victoire. Ils vont, quand tu vois un petit peu la formation qui est alignée, il y a quelques petites retouches.
tu sens qu'ils ont envie d'aller chercher la victoire. Et écoute, oui, il l'espère. Et puis, ça paraît pas si fou, hein, vu ce que Panama a fait avec ses moyens, ça paraît pas si fou. Ça ne paraît pas si fou. Tu as parlé de petites modifications, de petites retouches. Le Panama a très logiquement, contre l'Angleterre et la Belgique, plutôt cherché à contre-attaquer en jouant, toujours jouer à terre, je trouvais, en jouant, mais à contre-attaquer, ce qui est logique, on ne va absolument pas leur reprocher. Là, contre la Tunisie, avec les ambitions que tu as décrites et les éventuelles retouches, on sait que le Panama est capable de jouer. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Panama qui irait un peu plus de l'avant ? Écoute, à la vue comme ça de la compo qui a été donnée par Hernan Dario Gomez, il inclut le petit Avila qu'on avait entré en cours de match contre l'Angleterre, qui est le passeur décisif, si j'ai bonne mémoire, sur le but de Baloy. Et surtout, il met Gabriel Torres en seul avant-centre. C'est toujours le même système. En fait, les hommes ne donnent pas la même animation, ça paraît évident, mais bon, il faut quand même parfois le rappeler. On a vu Panama qui, justement, savait qu'il aurait très peu le ballon contre la Belgique ou contre l'Angleterre, et donc a cherché souvent à jouer au sol, et parfois, quand ça allait pas bien, à envoyer loin devant pour aller chercher Blas Pérez. Gabriel Torres, c'est un petit peu plus sur la profondeur, ça va jouer plus au sol normalement, et ça apporte plus de vitesse devant aussi que Blas Pérez, qui est juste une tour de contrôle. Et donc voilà, on peut s'attendre, tu l'as dit, ils ont joué au sol, avec leurs moyens, évidemment, c'est pas la question. Je pense que la volonté est vraiment de continuer à jouer avec ces jeunes, avec Avila, avec le petit Rodriguez aussi, avec Barcenas qui était très bon. Écoute, je pense qu'on peut s'attendre à voir Panama un petit peu plus ambitieux dans le jeu, mais qui se méfie quand même toujours et tout de même de la Tunisie. Et dernier match de cette Coupe du Monde du Panama, dernier match de sa première Coupe du Monde. Le football panaméen sort un petit peu du bois, un projet, on l'a dit, qui s'est travaillé sur le long terme. Tu as écrit des articles, il me semble, sur le travail effectué par Deli Valdés en amont. Il y en aura un autre article dessus demain. Exactement, voilà, et donc la reprise par Bolillo Gomez. Le Panama, le futur du Panama après cette Coupe du Monde, il s'écrit comment, pour terminer ? C'est une excellente question. C'est une question qui a été clairement abordée par Dario Gomez, Hernan Dario Gomez, qui a clairement dit que cette équipe a appris énormément lors de cette Coupe du Monde et que cela va devoir servir pour revenir dans la Coupe du Monde au Qatar. Baloy et plusieurs joueurs ont annoncé que demain c'était leur dernière en sélection. Felipe Baloy a 37 ans. Et ils ont aussi pas mal appuyé sur OK, maintenant c'est l'opération qualification pour le mondial du Qatar qui démarre. Et Baloy a été très clair en conférence de presse. Il a mis à sa façon la pression sur la fédération en expliquant que maintenant, c'était à elle de mettre les moyens, de développer les structures d'entraînement de la sélection, de développer davantage le championnat. Donc concrètement, de mettre en marche sa dynamique, de mettre en marche son football. Sur Twitter, j'avais fait le parallèle avec Chili 62, la construction, etc. Panama est dans cette dynamique-là, cette Coupe du Monde, c'est sa première. Il apprend, il est vraiment au tout début. Hernan Dario Gomez a toujours dit que le Panama, il a même utilisé le terme le Panama est vierge à ce niveau-là. Donc voilà, leur objectif, c'est maintenant, il va falloir avancer. Hernan Dario Gomez a bien insisté sur le fait qu'il y avait des jeunes qui étaient dans cette équipe, qui allaient donc aborder la phase de qualification en ayant comme expérience un mondial avec le Panama. Et ça pouvait tout changer. Maintenant, ils ont un petit peu tous mis la balle dans le camp de la Fédé et des instances en disant maintenant, il faut se mettre en marche. Voilà qui promet tout de même de beaux jours et on peut espérer un beau futur pour ce Panama que l'on suivra de toute façon avec Lucarno Posé, les Gold Cup, les qualifications pour le mondial, etc. Exactement. Merci beaucoup Nico et on se retrouve demain pour le débrief de ce Panama-Tunisie. Et ben ça marche, à plus Simon. Allez, c'est parti, avant-dernier récap pour la phase de poule. Dans le groupe E, le Brésil l'emporte sur la Serbie 2-0, tandis que la Suisse bute sur le Costa Rica 2 buts partout. Le Brésil termine donc premier, 7 points, suivi par la Suisse, 5 points. La Serbie, 3 points et le Costa Rica, 1 point, sont éliminés. Dans le groupe F, la Suède étrille le Mexique 3-0, pendant que la Corée du Sud fait trembler la planète foot en sortant l'Allemagne 2 buts à 0 pour les Asiatiques.
La Suède se place première à la faveur d'une meilleure différence de but que le Mexique, 6 points chacun. La Corée du Sud se place troisième, aussi grâce à un meilleur goal average, reléguant le tenant du titre à la dernière place de son groupe, 3 points de part et d'autre. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 14e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La vidéo du jour est coréenne et nous fait mesurer ce que signifie une victoire pour l'honneur. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis. 옵사이드인가요? 이거 좀 봐야겠는데요. 자, 다시 한번 보시죠. 자, 이걸 골로 선언하지 않으면 심판 내려놨으면 좋겠습니다. 자, 갑니다. 골! 그렇죠! 대한민국의 골입니다! 대한민국이 독일을 잡습니다! 좋습니다!